et l'énergie que transmet Marseille et qui permet, je pense, de faire aussi des choses qu'on se serait pas forcément permis de faire ailleurs et de faire des choses comme on l'entend, de casser les codes et de faire comme ça nous chante, comme on fait ici, parce que je pense qu'ici tout le monde fait un peu comme il veut, ça marche assez bien. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je vous emmène au 93 boulevard Eugène Pierre, à l'angle avec la rue de l'Olivier, au plein cœur du quartier du Kama. C'est ici que Juliette m'a donné un rendez-vous, en cet après-midi tout gris du mois de février. Je me retrouve devant un ancien atelier de couture, celui de King Retouche. L'enseigne y est toujours présente. J'aperçois Juliette Mout derrière la porte vitrée, à son établi, en train de créer ce que j'imagine un futur bijou. Elle vient m'ouvrir, grand sourire aux lèvres, et m'accueille chaleureusement dans son petit nid. Je vois une grosse machine à coudre. Juliette m'explique que sa mère, avec qui elle partage l'atelier, continue à coudre ses créations en cuir. Cet endroit recèle de trésors, de briques et de brocs, de souvenirs bien d'ici, de points de croix aux couleurs de l'OM. Il y a une vraie âme qui se dégage ici. J'ai la sensation de me retrouver chez Juliette et je me sens vraiment comme à la maison. Son atelier à Pignon-sur-Rue, c'est pourquoi vous entendrez pendant l'épisode, et j'en suis désolée, quelques bruits de voitures et de scooters. Juliette, malgré sa timidité, va me livrer un témoignage très émouvant, très touchant. Ses 35 ans de vie à Marseille, l'origine du nom Capobianco, la place de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère et de sa mère dans cette histoire. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram @marseille.creative. Je laisse Juliette vous présenter son histoire. Bonne écoute! Je m'appelle Juliette Mout, j'ai 35 ans, je suis née à Marseille et j'y vis depuis 35 ans. Mes souvenirs d'enfance à Marseille, les premiers, c'est là où je suis née à l'Estac, tout au nord de Marseille. Et après, mes souvenirs les plus marquants, c'était dans le 15e arrondissement de Marseille, aux anciens abattoirs, dans une friche industrielle, où j'ai vécu pendant 5 ans. En communauté avec mes parents et plein d'autres gens qui travaillaient sur place dans le milieu du spectacle de rue. Et c'est là où j'ai rencontré la plupart de mes amis de maintenant. Et ça a forgé, je pense, aussi une grande partie de la personne que je suis aujourd'hui. Moi, j'habitais vraiment à l'Estac Rio. C'est vraiment le tout dernier village de l'Estac, juste avant Corbière. Qui est aussi, je pense, l'Estac en tout cas, je pense que Rio, c'est l'endroit le plus pauvre. C'était très éclectique, très, très populaire, très mélangé, vraiment une vie de village. À l'Estac, tout le monde se connaît. Il y avait une poissonnière d'ailleurs qu'on aimait beaucoup qui s'appelait Juliette, qu'on allait tout le temps voir quand on allait acheter du poisson avec mes parents. Et le samedi, on allait au marché, on achetait le poulet rôti, des panisses, et voilà, ça c'était la tradition d'un samedi à l'Estac. Mais sinon, honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Aujourd'hui, je vis dans le 5e arrondissement. Ça fait un petit moment maintenant. Ça fait, quand on est parti de là-bas, mes parents sont venus direct dans le 5e. Ils ont acheté un appart il y a maintenant 20 ans. Donc ça commence à faire 20 ans que je côtoie ce quartier. J'ai pas du tout la même perception de Marseille aujourd'hui que quand j'étais petite, par exemple.
quand j'étais... Enfin, en tout cas, je sais que petite ou même ado, venir de Marseille, c'était un peu une tare. Enfin, en tout cas, quand j'allais quelque part, surtout, je parle notamment en France, pour ceux qui connaissaient, qui avaient une notion plus ou moins de Marseille, c'était... dès que tu disais « je viens de Marseille », on te disait « ah ouais, mais ça craint, et c'est sale, et les calaches, et nanana ». Ça, c'était le discours classique des gens qui connaissaient pas Marseille. Et du coup, c'était très dur d'être fier de venir de Marseille, parce que il fallait toujours te défendre, machin, enfin... se justifier, c'était assez chiant. Alors que maintenant, depuis 2013, où Marseille a été capitale européenne de la culture, les gens sont enfin venus voir par eux-mêmes et constater qu'en fait, il n'y avait pas que du shit et des kalachnikovs, et qu'il y avait aussi plein de gens bien et plein de belles choses à voir. Je trouve ça bien que les gens aient plus peur. Je trouve ça assez marrant. Enfin, ça me fait quand même... ça me fait sourire de voir autant de gens fans de Marseille, maintenant, là, depuis 2-3 ans, alors qu'on est la ville la plus ancienne de France. On a quand même 2600 ans d'histoire, et les gens ont attendu 2013 pour venir voir. Et voilà, après, j'espère que ça va pas s'essouffler. J'espère que tous les gens qui viennent ici vont continuer à mettre en valeur Marseille, et surtout, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Voilà. Parce que, bien évidemment, je sais tout ce qui se passe, je sais les Parisiens qui rachètent quand même pas mal de trucs, où on a l'impression aussi... beaucoup parlent de gentrification, de choses comme ça. Après, moi, je pense qu'on n'a rien sans rien, et que si on veut pas rester une ville pauvre, et si on veut un peu évoluer, il faut forcément que les gens qui ont un peu d'argent et de projets, ils participent à ça. Donc moi, je trouve ça très bien. Marseille, c'est une couche d'immigration depuis toujours, depuis le début. Donc en fait, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. Donc en vérité, là, ok, c'est des Parisiens, mais c'est juste que jusqu'à présent, ils avaient peur, et peu importe la manière, tout le monde est bienvenu ici. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, il y en a toujours eu. Moi, ça me pose pas de problème, en tout cas. Du moment que les gens respectent notre manière de vivre et ne veulent pas forcément changer la face de Marseille, moi, ça me va très bien. Et de toute façon, je pense que ceux qui supportent pas notre manière de vivre, ils sont déjà repartis. Maintenant que j'ai 35 ans et que je travaille pour moi, je trouve ça bien de pouvoir enfin mener un projet sans avoir à partir de Marseille. Que ce soit... moi, c'est des bijoux, mais même, je pense aux créateurs qui sont dans la mode ou des choses comme ça, ou des milieux... ou dans tout, en fait, dans le cinéma, dans l'art, surtout tous les métiers comme ça, de l'artisanat ou de l'art. Ou avant, en fait, tu te posais même pas la question. Tu voulais faire la mode, en fait, t'allais à Paris. Tu voulais faire du cinéma, t'allais à Paris. Enfin, il y avait aucun espoir de travailler ici. Et donc, je trouve ça hyper bien que maintenant, on ait enfin le choix et enfin la chance de pouvoir faire ce qu'on veut d'ici. Même si, bien évidemment, c'est sûrement un peu plus dur qu'ailleurs, mais au moins, ça, on a une vraie valeur ajoutée qu'il n'y a pas ailleurs. Je peux te raconter mon métier, dans lequel j'ai atterri complètement par hasard. C'était juste parce que j'étais pas bonne à l'école et que j'aimais pas du tout l'école. Du coup, en 3e, on m'a dit, va voir un peu ce qui se passe au niveau des CAP. On m'a fait visiter un lycée où il y avait bijouterie. Mais il y avait un peu de dessin, il y avait l'atelier, donc avec le travail du métal. Il n'y avait pas beaucoup de cours de matière générale, donc ça m'allait très bien. Et je pense que ce qui m'a plu... j'ai toujours baigné dans le métal. Mon papa, il est soudeur. Ma mère, elle est couturière et peintre déco, donc ils ont des métiers très manuels. Et je pense que c'est ça qui m'a plu dans la bijouterie, c'est que je pouvais faire des choses de mes mains, des choses créatives, même si j'ai mis très longtemps à développer ma créativité. J'ai fait donc mes études à Marseille, à Léonard de Vinci. J'ai fait mon dernier stage dans une grosse bijouterie et ils m'ont gardée, donc je suis restée 11 ans. Ça m'a permis de voir un peu tous les côtés qu'on t'apprend pas à l'école, le marketing, le service après-vente, machin, tout ce qu'il peut y avoir autour d'une marque de bijoux, sachant que j'ai pas du tout fait d'atelier. J'ai pas fabriqué de bijoux pendant 10 ans.
j'avais un autre poste dans la même boîte qui était alors le nom de mon poste, ça s'appelle technicienne d'habillement et c'est un métier qui existe que chez Rolex. Et donc je travaillais sur les montres qui rentraient en révision et du coup je les démontais, je les polissais. Donc ça c'était tout le travail de restauration qui me plaisait vachement et que je pratique maintenant dans mon métier. Je suis partie de cette boîte en 2018 et en fait c'est pendant le confinement. J'ai réfléchi 2 ans quand même. Et sachant que j'ai toujours eu, depuis que je suis chez mes parents, en fait depuis que je suis rentrée en bijouterie, j'ai toujours eu un petit atelier chez moi, qui était d'abord chez mes parents et après que j'ai mis dans mon appart. Et j'avais construit un établi avec mon père. J'ai eu des outils à Noël, à mes anniversaires, de mes 15 ans à mes 20 ans. Du coup, j'ai toujours eu de quoi travailler chez moi. Et pendant le confinement, il fallait s'occuper. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à sortir. J'ai fouillé un peu dans tous mes tiroirs. J'ai sorti un peu tout ce que je trouvais, des gourmettes, des vieux bijoux, plein de choses. Et là, j'ai commencé à faire des bijoux avec ça. Et en fait, c'est là que j'ai eu le déclic et que je me suis dit, bah voilà, en fait, ça c'est la manière dont je veux bien continuer à faire de la bijouterie en partant de matières déjà existantes. Parce que je me voyais pas du tout continuer la bijouterie d'une manière traditionnelle, acheter des métaux neufs, les travailler juste pour vendre et juste dans le but de faire de l'argent. Enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Ça avait aucun apport pour le monde. Enfin, des marques de bijoux, il y en a plein, donc je voyais pas du tout l'intérêt d'en rajouter encore. Et par contre, de le faire de cette manière-là, en réutilisant que des vieux matériaux, en donnant une nouvelle vie à des choses qui existent encore et qui dorment au fond des tiroirs, là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et grâce à une copine qui a organisé un petit festival cette année-là, juste post-confinement. Et en fait, elle m'a proposé d'exposer mes bijoux. Moi, j'avais rien, j'avais pas de nom de marque. Je savais même, j'étais pas encore sûre du tout de vouloir faire quelque chose. Et vu qu'elle m'a proposé ça, j'ai dit bon bah ok, dans ce cas-là, c'est le déclic, c'est que c'est la bonne manière, le bon moment. Et c'était le moment aussi, c'était exactement le moment où ma grand-mère est partie en EHPAD parce qu'elle était âgée, mais c'était surtout qu'elle voulait tenir compagnie à sa grande sœur, qui était allée en EHPAD 6 mois avant, et dont elle était très très proche, et elle s'était occupée d'elle pendant 2 ans. Et en rangeant l'appartement de ma grand-mère avec ma maman, je suis tombée sur un livret de famille de ma grand-mère. Et en fait, j'ai découvert pour la première fois le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, de la mère de ma grand-mère. Et ce nom, c'était Capobianco. Et en fait, il m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, désolée, ça m'émeut. Il y a une grande symbolique avec ce nom, déjà parce que c'est le nom de mon arrière-grand-mère. Et surtout, c'était une manière, je trouvais que ça collait complètement, parce que moi, je redonne une vie à des vieux bijoux. Et là, j'ai vu ce nom de famille qui était oublié depuis un moment, parce que mon arrière-grand-mère, elle était mariée quand elle a perdu son mari très jeune, donc elle était veuve, elle avait le nom de son mari. Après, elle est venue en France, elle a divorcé, elle s'est remariée, elle a redivorcé, donc elle a eu ce nom qu'à la fin de sa vie. Nous, on s'est à peine croisés avec mon arrière-grand-mère. Et donc, ce nom, je le connaissais pas du tout. Et en gros, lui donner une deuxième vie, je trouvais ça complètement cohérent. Et c'est là que j'ai choisi de l'utiliser pour faire ma marque. Enfin, pour ma marque. Et j'en ai parlé à ma mère, elle a trouvé que c'était une très bonne idée. Et voilà, j'ai quand même eu le temps d'en parler à ma grand-mère et à ma grande-tante. Elles sont parties l'année d'après. Je suis très fière de continuer à transmettre ce nom. Elles arrivaient de Sicile. Et elles sont nées là-bas et elles y sont restées jusqu'à ma grand-mère 14, sa sœur 16 ans.
Et voilà, et elles sont venues en traversant des montagnes, en payant des passeurs et en rejoignant, elles ont rejoint à Marseille des gens qu'elles avaient de leur village qui étaient déjà venus ici, qui ont atterri à Marseille à Saint-Julien. Donc elles avaient quand même un contact ici, mais voilà, et elles sont arrivées toutes seules avec leur maman, parce que mon arrière-grand-mère, elle avait perdu son mari, il est mort à 36 ans, et que c'était la misère en Sicile, quoi. C'était après-guerre. Là où je me dis que peut-être ça conjure un peu le sort, c'est que ma grand-mère, sa sœur et sa maman, elles se sont fait voler tous leurs bijoux. Du coup, j'ai quasiment aucun bijou de famille, et donc je me dis que quelque part, c'est un peu une revanche aussi de faire des bijoux avec le nom de ma grand-mère, enfin le nom de mon arrière-grand-mère. On va dire que déjà mon leitmotiv et ma première motivation, c'est de ne rien acheter neuf. Ce que j'ai réussi à faire depuis 2 ans et demi. Du coup, je chine des vieux bijoux. Que ce soit... Alors maintenant, j'ai un fournisseur qui me fournit un peu en grosse quantité, qui est une bijouterie à Marseille, qui est spécialisée dans l'achat et revente de bijoux anciens. Et moi, je leur rachète en gros ce qui destine à fondre et qui, pour eux, n'est pas assez rentable de réparer et de revendre. Après, je rachète aussi des fois sur le Bon Coin, sur des vide-greniers, sur des marchés, à mes clients. Des fois, je fais du troc de... les gens me ramènent, mes clients me ramènent des vieux bijoux et moi, je leur fais un avoir sur un achat. Enfin, voilà, j'adore le principe du troc aussi. Après, en vérité, je décide de ce que je vais faire une fois que j'ai la matière première devant moi. Je dessine rien, puisque de toute manière, je peux pas prévoir ce que je vais créer, vu que c'est la matière qui décide. Alors, je me suis un peu pris d'amour pour les mailles grains de café et les gourmettes, mais je pense qu'en fait, c'est pas dû au hasard, c'est que c'est ce qu'on a beaucoup ici. Les gourmettes avec le prénom, les chaînes gourmettes, tout ça j'en trouve à la pelle. Et la maille grain de café, c'est quand même quelque chose de très emblématique à Marseille et je dirais tout autour de la Méditerranée. Il y en a beaucoup aussi au Maghreb, en Italie. C'est assez connoté cake quand même, et m'as-tu vu. Mais et c'est pour ça que j'aime bien la détourner de manière complètement différente que ce qu'on les connaît. Et après, je travaille aussi avec les clients qui m'amènent très souvent, la plupart du temps, des bijoux de famille. Généralement, des bijoux qui ont une grande valeur sentimentale, mais qui sont pas forcément évidents à porter de par le style, tout ça. Donc, en général, je leur propose des créations dans mon style, mais en partant de leurs bijoux à eux. Et ça me plaît beaucoup aussi, parce que les gens sont très heureux de pouvoir porter des bijoux qui leur tiennent à cœur, mais de la manière qui leur plaise. Je dirais que c'est plus les matières au final qui m'inspirent que forcément le besoin de créer des bijoux, quoi. C'est plus un prétexte. Ce que je fais, en gros, je le ferai avec toute autre chose. Enfin, disons que là, j'ai atterri dans les bijoux, donc je fais des bijoux. Mais si je m'étais dit, tiens, je vais faire du réemploi, je sais pas, de chaises, j'aurais fait du réemploi de chaises. Et dans le sens où c'est pour ça que j'aime travailler le métal et j'aime assembler des choses les unes avec les autres. Mais dans ma tête, c'est pas forcément un bijou. Enfin, j'ai pas envie de respecter en tout cas les codes de la bijouterie et de me dire je fais des bijoux, donc un bijou ça doit être comme ci, il doit y avoir des pierres, ça doit être serti comme ça. Mais tout ça pour dire que je compte incorporer de plus en plus de matières qui n'ont rien à voir avec les bijoux. J'ai pas mal utilisé ces derniers temps de verre de Murano, même du plastique. Enfin, en tout cas de la résine pour des pièces que j'ai fait en collaboration avec une artiste qui s'appelle Résine. Là, par exemple, des écouteurs. Je suis en train de faire des bijoux avec des écouteurs pour une demande, une collab aussi avec une copine photographe. Je me nourris de ce que j'ai vécu à travers Marseille, je pense. Je te dis ça et je regarde l'affiche
qui est là-bas, que les risographies que j'ai fait au tout début où j'ai commencé. C'est des rochers de la Vesse, une des calanques qu'il y a tout au nord de Marseille, avec du grillage, et ce grillage qui tient les rochers. Moi, ça, je le vois sur les parois de toutes les calanques et même de l'Estac. Il y en a partout à l'Estac, partout il y a de la roche, il y a du grillage autour. Et ça, c'est des trucs qui sont dans mon imaginaire depuis toujours. Ou tout ce que je te racontais sur la friche industrielle dans laquelle j'ai grandi, ça pareil. Du coup, ce dans quoi j'ai baigné, le métal, toutes les matières industrielles, parce que je suis clairement une fille, je suis clairement une citadine invétérée, ça c'est sûr. Donc le béton, le métal, les travaux, parce que Marseille est tout le temps en travaux. Ça, je pense que c'est pour ça que j'ai une fascination pour les engins de travaux, et les travaux en eux-mêmes, les palissades, les barrières, les tas de pierres, les tas de rochers, quand il y a des bouts de trottoir empilés, tout ça, j'aime beaucoup aussi. Et après, tous les symboles, les symboliques, toutes les choses qu'on peut trouver ici par rapport à l'éclectisme culturel, religieux. Quand je chine mes bijoux, je vais tout le temps tomber sur... je vais acheter plein de pendentifs ou des gourmettes, il y aura plein de noms différents, des noms de toute origine. Ça peut être une croix, une main de Fatma, un signe kabyle, tout plein de choses, un lion, un ballon, parce qu'il y a tout le monde ici, quoi. Et ça en dit long sur le multiculturalisme marseillais. Et quand tu rachètes des bijoux, justement, et c'est ça qui est bien de chiner dans Marseille et dans une bijouterie marseillaise qui est là depuis longtemps et qui elle-même rachète aux Marseillais, je vois vraiment la vie des Marseillais et de Marseille, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai encore chiné une gourmette avec un prénom, il y avait marqué Virgile, et à côté, il y avait un petit footballeur gravé. Donc je pense que Marseille et les Marseillais m'inspirent tout autant. Alors cet atelier, donc il est dans le 5e, dans le quartier où je vis, à 500 mètres de chez moi, sur le boulevard Eugène Pierre. C'est un tout petit atelier de 18 mètres carrés qu'on a acheté avec ma maman il y a 1 an, grâce à ma mémé. C'est notre petit lieu que je partage avec ma mère, donc elle vient pour son plaisir, pour pouvoir reprendre son activité de couturière. C'est hyper agréable, hyper fonctionnel. On a décoré tout ça avec tous nos objets, nos souvenirs. Enfin, plein de choses qui nous représentent. Il y en a beaucoup, et encore on s'est retenus. On est pas mal accumulatrices avec ma mère. Et surtout que ma mère fait à peu près comme moi. Enfin, c'est plutôt moi qui fais comme elle au final, parce que elle aussi, elle a toujours fait dans le réemploi, mais avec du cuir. Elle faisait des vêtements en patchwork de cuir à une époque. C'est pour ça que je fais mon packaging en cuir d'ailleurs. Je me suis inspirée d'elle. Alors pour le moment, j'accueille du public, mais on va dire uniquement ma clientèle, ce rendez-vous. Des gens qui veulent soit venir voir des bijoux, soit des gens qui veulent m'apporter des bijoux pour parler de leur projet. Mes petites habitudes à Marseille, quand j'avais encore le temps d'avoir des habitudes. J'avoue que maintenant, à part venir à l'atelier... Non, mais si, mes petites habitudes... si, j'ai des nouvelles habitudes quand même depuis que j'ai l'atelier. C'est très souvent aller boire le café au dernier métro. Déjà, juste à côté. C'est un endroit, une brasserie de quartier comme ce qu'il y a de plus classique, mais J'adore l'ambiance familiale et le fait que... c'est un vrai bar de quartier. Bar-brasserie, parce que tu peux manger le midi. Et et au bout de quelques temps, tu fais la bise à tous les serveurs et c'est trop cool. Et j'adore en fait, j'adore les ambiances familiales. Et dans mon quartier, il y a le 3/4 aussi, où j'ai passé beaucoup de temps. Là, pareil, c'est un bar-restaurant. Après, mes habitudes à Marseille, aller voir la mer dès que j'en peux plus aussi. Ça, en général, j'aime bien aller vers Samena, où il y a les grandes pierres plates, là, où il n'y a pas beaucoup de monde. Et quand vraiment j'en peux plus, je vais là-bas et je prends un bon bol d'air frais, ça régénère... que ce soit été comme hiver, même en hiver, rien que le fait de voir la mer, déjà, ça va mieux, tout de suite. Après, j'adore aller faire le tour de certaines petites fripes un peu méconnues qu'il y a vers les Réformés, vers Libération. J'ai des petits tours comme ça que j'aime bien, ou des petites recycleries, des petits trucs, aller faire des petits tours de temps en temps.
Je suis beaucoup allée à une époque au marché aux fleurs aussi, au Réformé, j'aimais trop. Et après, aller flâner au soleil, boire des cafés ou boire des coups en terrasse avec mes copains. Ça, c'est un peu une passion aussi. Aller bronzer l'été, beaucoup, dès que je peux, le plus possible. J'ai de la chance de rouler en moto, donc c'est assez facile, même si je travaille beaucoup, le soir de prendre ma moto et d'aller me jeter à la mer voilà, après une grosse journée. Et après, le marché de la plaine, je suis très contente qu'il soit de retour aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fait plaisir. J'ai pas pu aller beaucoup, mais en tout cas, ça faisait grave plaisir d'y aller quelques fois. Et après, aller acheter mes épices à Noailles, très important. Je ne peux pas vivre si j'ai pas de poivre chez moi. Dans une de mes petites boutiques préf. Enfin, d'ailleurs, elle est pas petite, elle est grande. À l'angle de la rue Rouvière et de la rue d'Aubagne. Là, j'achète toutes mes épices, les poivres, toutes les huiles d'argan, les trucs pour les cheveux, tout ça. Je sais pas si j'ai le droit d'être grossière pour dire ce que je déteste à Marseille, les branleurs. C'est un des grands paradoxes marseillais qui nous permet, je pense, de faire ce qu'on veut quand comme on veut. Et c'est d'être flâneur et d'être désobéissant, mais je pense qu'il y a quand même un genre de je m'en foutisme et un laisser-aller qui s'est un peu ancré depuis, que ce soit... je pense qu'à la base, c'est un truc politique et c'est un truc mafieux et c'est un truc, en tout cas, qui commence au sommet de l'État marseillais, on va dire, et qui a gangréné dans toute l'administration marseillaise. Et je trouve que... en tout cas, des fois, j'arrive pas à comprendre que les gens ne veuillent pas que tout se passe bien. Et il y a plein de gens qui mettent du cœur à l'ouvrage à ce que tout soit lent, notamment tous ceux qui sont responsables de l'entretien de Marseille, ou même jusqu'à maintenant du développement économique. Alors écologique, n'en parlons même pas. Même de la culture. Tout le monde a fait en sorte que... je pense que ça en arrangeait pas mal que Marseille soit complètement caché et oublié de tous pendant des années. Et il y en a qui en profitaient bien. J'espère que cette ère, elle va un peu passer, que tous les vieux, tous les vieux qui fonctionnaient comme ça, j'espère qu'ils vont tous partir à la retraite gentiment et qu'ils vont être remplacés par des gens motivés. Pourtant, je suis marseillaise, il n'y a pas plus marseillaise que moi, mais il y a des mentalités que j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai été élevée, c'est une famille de travailleurs et j'estime que qu'on n'a rien sans rien mais que par contre il faut se lever le cul, quoi. C'est un peu la base et que si chacun faisait un peu bien son boulot, je pense que Marseille irait mieux peut-être depuis un peu plus longtemps. Après, je vais pas refaire l'histoire, hein. C'est une ville à la base qui a été pas mal salie par la mafia, par les trafics. Et quand je dis mafia, je parle des politiciens aussi, hein, très très fortement, parce que bon, les bandits, c'est les bandits, ils ont choisi leur vie, mais par contre les politiciens à la base, ils se sont engagés pour servir le peuple, et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait à Marseille. Ils ont juste profité d'être au sommet pour s'en mettre plein les poches et servir leurs propres intérêts entre eux, jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça m'énerve, mais je pense que c'est en train de changer quand même. Et après, ce qui m'énerve, ça fait un peu partie de ça, hein, mais c'est aussi la saleté, ça m'agace pas mal. Il y a un gros problème. Après ça, je sais que c'est culturel aussi. Malheureusement, les gens sont pas très responsables et pas très respectueux de leur propre environnement. Ça, j'ai du mal à comprendre. Il y a un gros cercle vicieux avec les cantonniers, pareil, hein, qui travaillent, je pense, 2 minutes par jour, qui entretiennent pas, et après on rentre dans ce cercle de gens qui disent mais de toute façon c'est sale, donc on va continuer à jeter par terre. Et ça, pareil, peut-être que ça va changer aussi. Il y a quand même des belles assos maintenant qui font des actions de ouf pour endiguer ce problème, donc j'espère que ça va perdurer et qu'au fur et à mesure on va changer un peu la donne. L'odeur qui symbolise le mieux Marseille, Pétard, ça c'est une sacrée question parce qu'à en croire tout le monde, ce serait les odeurs des égouts. Ou en tout cas... mais moi, je
je sais pas, c'est plus un mélange, hein, parce que j'ai pas envie. Je vais pas dire l'odeur des embruns de la mer parce que c'est faux. Il faut habiter au Catalan ou à Malmousque pour avoir cette odeur qui symbolise Marseille. Pour moi, c'est plutôt un mélange d'embrun et de peau d'échappement, je dirais. C'est plutôt ça. L'odeur de la ville, hein, clairement. Ouais, l'odeur des mauvais pots d'échappement, pas entretenus du tout. Des voitures qui tombent en ruine et des scooters rafistolés au gaffeur. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Le son qui symbolise le plus Marseille, je pense que c'est les klaxons. Honnêtement. C'est la ville du klaxon. Je sais pas s'il y a un endroit sur Terre où ça klaxonne autant. Alors, à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à Marseille, je lui dirais que déjà, il a intérêt à être bien accroché. Et que c'est soit ça lui plaît, soit il déteste. Je dirais que c'est une ville bruyante, mais qui fait pas semblant. Que c'est une ville... Enfin, je le décris vraiment tel que je le conçois, mais que c'est une ville chaleureuse et franche, où les gens peuvent paraître des fois un peu agressifs, mais en vérité ils sont juste bruyants et ils sont francs. Et c'est une ville où t'as la chance de pouvoir faire la fête, ou en tout cas vivre effectivement parmi le bruit et le chaos, et en même temps faire quelques kilomètres et voire même juste prendre le métro et aller à la mer dans un coin perdu et entendre juste le bruit des vagues, c'est possible aussi. Et je dirais que c'est une ville prenante en tout cas, et une ville franche. Si je devais quitter Marseille, je regretterais la mer déjà. Enfin, après ça dépend où je vais, mais je regretterais la mer et la simplicité de vie, en fait, justement. Parce qu'ici personne se prend la tête et que chacun vit au rythme qui lui convient. On n'est pas bousculé, on n'est pas bousculé par ni par l'appât du gain, ni par le profit, ni par on vit à notre rythme, et ça je pense que ça manquerait, ouais. Si j'ai un message à faire passer aux auditeurs, déjà consommez bien, respectez la planète, continuez à venir à Marseille, il y a de la place. Du moment que chacun a un beau projet à mener, et il y a de la place pour tout le monde. Et continuer à être, en tout cas tenter au maximum d'être bienveillants les uns avec les autres, parce que c'est pas gagné. Et qu'il faut être très utopique pour continuer à croire en ce monde. Heureusement que je suis utopique. Et d'être gentil, bienveillant le plus possible, respectueux de tous et de tout. Et ça se passera bien. Un grand merci à Juliette Mout de nous avoir partagé son histoire. Vous pouvez acheter ses bijoux sur son site internet ateliercapobianco.com. Vous pouvez aussi vous rendre dans son atelier sur rendez-vous, ou chez Frapstore au 10 rue Beauvau dans le 1er arrondissement de Marseille, ou bien chez Michto à Bruxelles. Sinon, je vous invite à vous rendre et à vous abonner à son compte Instagram @capobianco.capobianco. Capobianco s'écrit CAPOBIANCO. Les liens sont à retrouver dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau. Alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!